Bonjour à tous. Bonjour, on est ravis de vous accueillir ce matin pour le premier webinaire du cabinet Astella Avocat. Donc, c'est particulièrement agréable pour nous de vous retrouver sous cette nouvelle bannière du cabinet qu'on vient de créer avec Louis et on est ravis de vous accueillir. Merci d'être là. Et donc, on va profiter de l'heure et demie qui nous est donnée pour échanger sur le partage de la valeur. Alors, partage de la valeur, en effet, c'est un sujet de très forte actualité. On ne voit pas dessus. Alors, vous ne voyez pas le support. N'hésitez pas, hein, effectivement, on teste un nouvel outil qui est super, mais encore faut-il être sûr de bien en connaître tous les paramètres. Donc, n'hésitez pas effectivement à nous indiquer quand il y a des choses techniques qui ne sont pas encore complètement au top. C'est le principe d'une première. Il y a encore des petits rodages. Euh, Il y a toujours pas de- Non, et là, Pourtant, il est en ça partage. n'affiche rien. Il est où? Il est là, partage. T'as regardé? Ouais, mais ouais, je vais essayer en Il est partageant. bien comme s'il est. Ah, parce que Bah, normalement, je faut que je vais fasse le essayer. partage. Ah, alors, Elsa nous dit qu'elle voit le support. Alors, je Ah, suis bah, désolé pour vous, Muriel, à ce moment-là. ah oui, bon, ok. Ah, ok, bon, bah parfait, il suffisait juste d'appuyer sur les flèches. Donc, parfait. Alors, partage de la valeur. Avant de commencer, un petit mot sémantique, hein. C'est vrai que c'est un mot tout nouveau qui est passé dans le vocabulaire plutôt à partir de l'an dernier. Au final, le partage de la valeur, hein, c'est ce qu'on appelait avant, tout bonnement, l'épargne salariale. Ça regroupe les dispositifs d'intéressement, de participation, de primes de partage de la valeur, les suppléments d'intéressement et de participation, l'abondement au plan d'épargne et les plans d'épargne d'une façon générale, donc les PE et les PER collectifs, des dispositifs qui sont régis par des règles assez communes, généralement par le Code du travail. Donc, c'est voilà, ce mot assez à la mode, en réalité, pour ceux qui travaillent sur ces sujets depuis plus longtemps, c'est ce qu'on appelait tout simplement antérieurement l'épargne salariale. Ce qu'on a voulu ce matin, donc sur 1 heure et demie, hein, selon voilà, comment on se sent, selon vos questions, c'est aborder les véritables sujets d'actualité. Donc, le principal, celui dont tout le monde parle en ce moment, puisque la deadline approche, c'est cette obligation créée par la loi partage de la valeur pour certaines entreprises d'ouvrir une négociation sur les conséquences en matière de partage de la valeur d'une augmentation exceptionnelle des bénéfices. Ensuite, on va passer en revue un certain nombre de petites modifications d'ampleur plus ou moins importante sur justement les dispositifs de partage de la valeur qui conduisent l'employeur à verser des sommes aux salariés. Donc, la prime de partage de la valeur, hein, l'ex-prime Macron, l'intéressement et la participation. Pour terminer, on ira sur les dispositifs de plan d'épargne, donc les dispositifs qui ont vocation à bloquer les sommes versées au titre de l'APV, l'intéressement, la participation et à recevoir de l'abondement, avec pas mal de petites modifications, et notamment, un projet de décret nous dit des modifications très importantes en matière de plafond d'abondement. Sans plus attendre, on voulait vous faire un petit récap des derniers textes intervenus en la matière. C'est vrai qu'on se rend compte que depuis 4 ou 5 ans, chaque année, on a un ou plusieurs textes qui viennent modifier, alors par petites touches, les dispositifs existants. Alors parfois, on vient en créer et parfois, voilà, on vient modifier des modalités de mise en place, la durée de certains dispositifs, des règles d'exonération, de nouvelles passerelles. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent chaque année. Donc l'idée aussi de ce webinaire, c'était de faire le point, pas uniquement sur des nouveautés issues de la loi partage de la valeur, mais voilà aussi des choses qu'on a pu effectivement rater, mais qui sont entrées en vigueur les années précédentes. Donc voilà un petit panorama. On se rend bien compte que depuis la loi Pacte en 2019, alors c'est pas toujours des textes uniquement dédiés au partage de la valeur, comme la loi partage de la valeur à la fin de l'année dernière, mais chacun de ces textes, d'une manière ou d'une autre, sont venus ajouter, modifier, supprimer des dispositions légales et réglementaires en matière de partage de la valeur. Et comme je viens de vous le dire, la vraie actualité, c'est la plus grosse, la plus récente, c'est l'entrée en vigueur de la loi partage de la valeur à la fin de l'année dernière. Et puis, ça va faire maintenant 6 mois qu'on attend les décrets d'application de ce texte. On a des projets de décrets qui ont été diffusés au tout début du mois de mai. On aurait cru
quand on a lancé ce webinaire, qu'on aurait ces textes aujourd'hui pour vous en parler, ces textes définitifs publiés au journal officiel. Alors, ce n'est pas encore le cas, mais on va quand même parler du contenu de ces projets de décret. Donc, pour ce qui est de la première mesure, donc, qui elle est véritablement issue de la loi partage de la valeur de l'année dernière, elle a créé une nouvelle obligation de négociation au profit à l'égard de certaines entreprises. Et on va donc revenir un peu sur les contours de cette obligation qui est probablement la seule qui n'est pas partout, comme le disait Louis, c'est une véritable création d'une obligation nouvelle. Mais bon, on va y revenir. On peut aussi considérer que comme mesure phare de la loi partage de la valeur, ça fait quand même un peu flop, hein, parce que bon, c'est quand même pas extraordinaire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Donc, depuis la fin de l'année dernière et donc la publication de la loi partage de la valeur a été créée une obligation de négocier sur les conséquences d'une augmentation exceptionnelle des bénéfices. Donc, pour le coup, qui a cette obligation en termes d'entreprise? Des entreprises qui rentrent dans le champ d'application de l'obligation de mettre en place un dispositif de participation. Donc, entreprise, on caricature, vous savez que ce n'est pas si simple, on va dire déjà à minima entreprise de plus de 50. Donc, alors, justement, on peut peut-être prendre un petit peu le temps de rappeler ces modalités, les conditions dans lesquelles une entreprise est obligée de mettre en place de la participation. C'est vrai que, comme vient de le dire Charlotte, de manière un petit peu abusive dans le langage commun, on parle d'entreprises de plus de 50 salariés. Rappelons que depuis le 1er janvier 2020 et l'entrée en vigueur de la loi Pacte sur ce point, avoir 50 salariés et avoir l'obligation de mettre en place de la participation, c'est beaucoup plus technique que voilà, la simple manière de le résumer comme ça. Cette loi Pacte, elle a créé au 1er janvier 2020 une modalité particulière de décompte des effectifs. On va parler d'un effectif juridique. C'est un effectif qui est très différent juste du nombre de contrats de travail en vigueur dans l'entreprise ou même de gens, personnes physiques présentes dans l'entreprise à un moment donné. C'est vraiment une règle très particulière, très technique d'appréciation d'un effectif. L'effectif juridique d'une année N, il est défini au regard de la moyenne des 12 derniers mois d'année civile précédente. Donc voilà, au 31 décembre d'une année N-1, on regarde la moyenne des effectifs au titre des mois de cette année et ça nous donne un chiffre qui est donc l'effectif juridique de l'année N, donc de l'année suivante. Un petit peu technique, mais voilà. Et puis pour avoir l'obligation de mettre en place de la participation, il faut que l'entreprise ait eu donc un effectif juridique de 50 salariés, calculé de la manière dont on vient de parler, pendant 5 années civiles consécutives. Donc de manière, pour simplifier, on ne va pas à chaque fois vous dire une entreprise ayant eu 50 salariés pendant 5 années civiles consécutives. On va vous parler d'une entreprise ayant plus de 50 salariés. Mais il faut bien avoir en tête que la plupart du temps, lorsqu'on parle d'un effectif salarié en matière de partage de la valeur, c'est cette modalité très technique de calcul des effectifs qui s'applique. Et comme vous le comprenez à la phrase 5 années consécutives, il n'y a pas d'exception au fait de dire que une année où on tombe à 49, donc en moyenne sur l'exercice précédent, on fait repartir les compteurs à zéro. Hein. C'est bien 5 années consécutives, donc ça peut durer comme ça très longtemps, à avoir quand même ce sentiment d'être une boîte de 50 salariés, parce qu'il y a 50 contrats de travail, parce que tout le monde n'est pas à temps plein, parce que voilà, pour plein de raisons, le langage courant nous amènerait à considérer qu'on a 50 salariés depuis un bon bout de temps, et pour autant, on ne rentre pas forcément dans l'appréciation stricte que vient de rappeler Louis. Donc, il faut, premièrement, être une entreprise qui, elle, pour le coup, sans débat et sans ambiguïté, rentre dans le champ d'application de l'obligation de mettre en place de la participation, petit 1, et petit 2, qui dispose d'un délégué syndical. Donc là aussi, de toute façon, ça colle. Les entreprises qui sont susceptibles, voire qui ont le plus souvent des délégués syndicaux, parce qu'il ne peut pas en être autrement quand elles sont en dessous, sont également des entreprises de plus de 50. Donc, toutes les entreprises de plus de 50 n'en ont pas, mais encore faut-il être une entreprise de plus de 50 pour avoir un délégué syndical. Donc, ça colle. À la louche, de toute façon, ça veut dire que les entreprises de moins de 50 ne sont pas concernées par cette obligation. Donc, je suis une entreprise de largement plus de 50 sans débat et j'ai un délégué syndical. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois en théorie ouvrir une négociation pour échanger avec ce délégué syndical et les autres sur les conséquences en termes de partage de la valeur vis-à-vis de mes salariés d'une éventuelle augmentation exceptionnelle des bénéfices. Donc, je suis exonérée de cette obligation de le faire si j'ai déjà, ce
qui est assez logique. C'est-à-dire si j'ai déjà quelque chose qui y ressemble à ça. Je ne vais pas ouvrir une négociation pour mettre en place quelque chose si finalement j'ai déjà dans mon arsenal juridique quelque chose qui sert à la même chose. Donc, de quoi s'agit-il? D'entreprises qui ont déjà des accords de participation dont on considère qu'ils sont structurellement plus favorables que la formule légale, ou des accords d'intéressement ou de participation qui prévoient déjà les conséquences sur les sommes distribuées d'une augmentation exceptionnelle des bénéfices. Donc là, il peut déjà y avoir un premier sujet sur lequel il pourrait déjà y avoir des entreprises qui tentent de considérer que parce qu'elles sont sur une formule dérogatoire au titre de la participation dont elles considèrent que c'est déjà structurellement une prise en charge de l'augmentation des bénéfices, on pourrait se dire, comme on se l'est dit plusieurs fois, que de toute façon, la formule légale de participation est une formule qui structurellement prend en compte dans l'attribution des sommes distribuées l'augmentation exceptionnelle du bénéfice. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même… Voilà. Parce que la participation, hein, on le rappelle, c'est le point de départ de la formule de calcul de la participation, c'est le bénéfice net fiscal. Et on verra d'ailleurs que le bénéfice, au sens de la négociation sur l'augmentation exceptionnelle du bénéfice, c'est ce même bénéfice net fiscal. Donc, par définition, quand il augmente, c'est sûr, l'entreprise va devoir verser plus de participation. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire quand même d'obliger les entreprises dotées d'un accord de participation de devoir négocier cette obligation, mais bon, pourquoi pas. On n'est pas à un de toute façon, on va voir, encore une fois, ça ne leur coûte pas grand-chose, donc autant le faire. C'est plus simple et ça, voilà, pas la peine d'essayer de ne pas respecter une règle quand finalement ça ne coûte pas grand-chose de le faire. Donc, pour le coup, le timing là est parfait puisque le texte nous rappelle que cette ouverture d'une nouvelle finalement négociation obligatoire va s'opérer soit en même temps que j'ouvre une négociation sur mes accords de participation ou d'intéressement, ce qui est le cas à l'heure où on se parle, là, mai-juin, c'est pour les raisons que vous connaissez du respect, du caractère aléatoire, principalement pour les accords d'intéressement ou de participation à formule dérogatoire. Le timing qui est contraint pour être exonéré de cotisation de sécurité sociale au motif qu'on respecte le caractère aléatoire de la formule nous oblige à aboutir avant la première moitié de la période de calcul. Donc, quand on est très souvent sur des exercices civils et qu'on est très souvent sur des paramètres de calcul annuels, ça veut dire qu'il faut que les accords soient conclus avant le 30 juin pour qu'on considère qu'on n'avait pas déjà une vision trop claire de la formule et donc que cette formule n'est plus aléatoire. C'est la raison pour laquelle on est en plein dans les périodes de négociation des nouveaux accords de participation et d'intéressement. Donc, bien évidemment, c'est l'occasion, tant qu'on y est, on ne va pas ouvrir une négociation spéciale que pour ça. On est en plein dedans. On est dans la négociation des accords de participation et d'intéressement. Donc, on en profite pour évoquer ce point-là et inclure, le cas échéant, voilà, dans la négociation, un point à l'ordre du jour consistant à dire que va-t-il se passer en cas d'augmentation exceptionnelle des bénéfices. À défaut d'être dans une entreprise qui est en plein dans la négociation de ces accords de participation et d'intéressement, en tout état de cause, il faudrait en ouvrir une spécialement pour ça, au plus tard, le 30 juin 2024. On a pu avoir la question de savoir si des entreprises n'étaient pas liées par le 30 juin par cette histoire de fin de première période, sur la question de savoir si, oui, mais moi, finalement, je suis en exercice décalé, j'ai une période de calcul infra-annuel, donc la fin de la première moitié de ma première période n'est pas le 30 juin 2024. Est-ce qu'on est bien d'accord que là aussi, ça se décale? Non, parce que le texte ne crée pas un renvoi. Il ne dit pas, vous devez ouvrir cette négo avant le terme de la période pour être aléatoire, globalement. Il vous dit 30 juin, c'est une date fixe. Donc, y compris dans des entreprises pour lesquelles la période du 30 juin n'est pas pour elles une période référence, il faut ouvrir une négociation sur l'augmentation exceptionnelle des bénéfices avant le 30 juin. On se rappelle que comme toute obligation de négociation, il s'agit d'une obligation de négocier et non pas d'une obligation de conclure. Donc, c'est là où on vous dit que quelque part, ça ne coûte pas grand-chose. Il faut juste être en mesure de justifier qu'on a mis ce thème à l'ordre du jour d'une négociation, qu'on a abordé ce sujet avec nos partenaires sociaux et qu'on a donc ouvert
une négociation sur ce thème. En aucun cas, et jamais d'ailleurs le législateur ne peut obliger des gens à être d'accord. On vous oblige à vous parler, on ne vous oblige pas à être d'accord. Ce serait un peu difficile. Donc, il n'y a aucune obligation de conclure. Et à admettre même qu'il y ait une conclusion, que les parties arrivent à conclure, il n'y a aucune obligation d'un montant minimal requis sur dans quelle mesure est-ce que je dois partager avec mes salariés cette augmentation exceptionnelle des bénéfices. Donc, à la lettre, une clause insérée dans un accord qui consisterait à dire je verserai quelque chose en cas d'augmentation exceptionnelle des bénéfices, voire j'ouvrirai une négociation en cas d'augmentation exceptionnelle des bénéfices, on y reviendra. Tout ça est parfaitement conforme à l'obligation qui vient d'être créée. Hein. Donc, non seulement voilà, l'obligation n'a pas un contenu contraignant fort, mais en plus, à admettre même qu'on ne la respecte pas du tout, alors même que ça ne coûte pas grand-chose de la respecter, je ne la respecte pas du tout parce que je n'ouvre pas mes négociations, on est à nouveau sur ces obligations un peu molles parce que ce sont des obligations non sanctionnées. Donc, on peut toujours s'interroger sur la pertinence de l'utilisation du mot obligation quand, à défaut de la respecter, il n'y a aucune sanction prévue par les textes. Pour comparaison, hein, il y a pas mal de négociations obligatoires dans le Code de travail, les négociations annuelles obligatoires que tout le monde connaît, qui sont vraiment, en cas de violation, s'il n'y a pas d'ouverture à la négociation, réellement sanctionnées. Donc, ce sont des infractions, hein, il peut y avoir des amendes, il peut y avoir parfois la perte même de certains dispositifs d'exonération, mais ce n'est absolument pas le cas pour cette obligation de négo sur l'augmentation exceptionnelle des bénéfices. Alors, pour l'instant, on peut aussi se poser la question de savoir si cette obligation, elle est nouvelle. Ils y vont peut-être, là encore, par petites touches. Peut-être qu'en fonction d'ailleurs de la question de savoir si ça a bien marché ou pas, à un moment, il y aura un peu un retour en arrière, genre bon, ils se sont tous foutus de nous, personne n'a rien fait, ça n'a pas marché, donc on rajoutera une sanction, ou alors le truc marche assez bien et ça restera en l'état. Hein. L'avenir nous le dira. Donc en tout cas, aujourd'hui, à part dans les relations sociales, dans l'entreprise, et à la question de savoir d'ailleurs si des partenaires sociaux vont poser la question, parce qu'ils auront connaissance de cette obligation nouvelle et donc vont mettre sur la table d'ici le 30 juin cette obligation. Voilà, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas véritablement de sanctions à craindre et en tout état de cause, absolument pas de remise en cause du traitement social et fiscal de faveur des dispositifs de partage de la valeur autres, c'est-à-dire des accords d'intéressement et de participation, par exemple. Donc ensuite, à admettre que cette négociation aboutisse à un accord, cet accord, on vient de le voir, peut être soit une clause insérée au sein d'un accord existant, l'accord de participation, l'accord d'intéressement ou un accord de NAO, bon voilà, ou ça peut être un accord collectif distinct parce qu'il s'avère que d'ici le 30 juin, une entreprise n'aurait aucun accord collectif dont la négociation est en cours. Bon, bah, c'est pas grave, c'est dans un accord collectif distinct qui fera peut-être grand max un recto verso, hein, mais c'est pas grave. Donc, sur quoi faut-il négocier et de quoi s'agit-il? Il s'agit, comme on vient de se le dire, de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice. Le texte rappelle que, est entendu comme bénéfice au sens de ce texte, le bénéfice net fiscal, donc le même que celui qui est pris en compte et qui rentre dans la formule légale de calcul de la participation légale. Le caractère exceptionnel de cette augmentation n'est pas défini. Le législateur nous a donné des indices, hein, donc un faisceau de critères qui peuvent, mais pour lesquels il n'y a aucune contrainte, qui peuvent être pris en ligne de compte. Donc la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, et le plus logique hein, pour juger d'un événement exceptionnel ou normal, c'est quand même de le comparer avec ce qui s'est passé avant. Hein. Dans le langage courant, quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les ans. Donc pour savoir si c'est véritablement exceptionnel, il est fréquent et c'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui et c'est finalement assez logique et c'est en tout cas ce que nous, on pourrait conseiller de prendre un référentiel sur les années passées. Il ne nous semble pas forcément pertinent de ne prendre que la dernière année parce que ce n'est pas forcément exceptionnel de ne prendre que la dernière année, mais éventuellement prendre une moyenne des dernières années et du bénéfice fiscal des années précédentes et puis ensuite se dire en pourcentage ou en nombre de fois ou encore une fois en ce qu'on veut, puisqu'on n'est absolument pas contraint, on est complètement libre dans l'appréciation de ce caractère exceptionnel. Donc, on définit ce qu'on considère comme étant une augmentation exceptionnelle.
On vous a mis dans le support quelques exemples. Petite précision qu'on ne vous a pas donnée. Le support, la présentation, tout ça, c'est des choses qui sont disponibles ultérieurement sur notre site internet. Donc, à chaque fois qu'on fait un webinar, on met à disposition le replay et le support. Et toute petite précision aussi, bien évidemment, posez toutes les questions que vous souhaitez. Soit on les prendra au fil de l'eau, soit on les prendra à la fin de la présentation, si c'est des questions qui ne se prêtent pas forcément à la slide sur laquelle on est. Donc, pour le coup, là aussi, on l'a déjà évoqué, à admettre même qu'on ait défini cette augmentation exceptionnelle et qu'on ait fait une clause voilà, pour en définir les contours, bah, une fois qu'on est dans cette augmentation exceptionnelle des bénéfices, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on est censé choisir une conséquence qui a vocation à partager la valeur, hein, c'est quand même un peu le but, hein, c'est-à-dire faire profiter les salariés de cette augmentation exceptionnelle du bénéfice pour que les salariés participent tout autant que les actionnaires à cette augmentation exceptionnelle des bénéfices. Donc, ça peut être soit, ça peut sembler assez simple de prévoir que sera versé un supplément de participation ou d'intéressement, sans qu'il ne soit aujourd'hui nécessaire que l'employeur, dès maintenant, se dise « j'en verserai tel pourcentage, tel montant ». Enfin, il n'y a aucune obligation de fixer un montant. Et ça peut même être encore moins engageant, c'est-à-dire uniquement quand ce critère sera atteint, l'augmentation exceptionnelle des bénéfices, eh ben, on ouvrira à ce moment-là, à la lumière de l'état de ce moment-là, une négociation pour que, ensemble, avec les partenaires sociaux, on décide de la meilleure modalité de partage retenue. Donc, soit mettre en place de l'intéressement si c'est une entreprise qui n'en a pas, soit verser des suppléments, soit verser une PPV, soit verser un abondement majoré. Enfin voilà, ça peut être absolument tous les dispositifs de partage de la valeur sur lesquels d'ailleurs on va revenir maintenant puisque ce sont tous ceux qui ont fait l'objet de petites modifications qui pourraient être utilisés à l'occasion de négociations qui n'interviendront que le moment venu. Donc par anticipation, finalement, on n'anticipe rien à part la définition du bénéfice exceptionnel. Donc pour résumer, comme vous l'avez compris, c'est une obligation qu'on a pu qualifier de virtuelle, puisqu'elle n'est pas contraignante, elle n'est pas sanctionnée. Pour autant, en effet, on se rend compte que la plupart des employeurs, finalement, ils s'y soumettent, puisque justement, comme le disait Charlotte, on ne va pas réfléchir à des modalités, à des façons de déroger à une obligation ou de ne pas la respecter, quand de toute façon, le fait de la respecter, en soi, ne me coûte pas davantage. Donc, voilà sur ce point. Là encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bien évidemment, si par la suite de la présentation, vous avez des questions sur ce sujet, allez-y, on y reviendra avec plaisir. Alors ensuite, les différentes évolutions qu'on a pu connaître en matière de PPV, d'intéressement et même de participation. Alors, en ce qui concerne la prime de partage de la valeur, la PPV, donc c'est encore dans le langage commun ce qu'on peut appeler la prime Macron. C'est un dispositif qui avait été créé toute fin 2018 dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes par une loi mesure d'urgence. C'était la possibilité pour l'employeur de verser one shot une prime en numéraire à tout ou partie de ses salariés, avec donc de manière totalement facultative pour l'employeur, jamais une obligation de la verser. D'ailleurs, pour mémoire, on rappellera que la seule obligation qu'il peut y avoir en matière de partage de la valeur imposée par la loi à ce jour, c'est la participation légale. Tout le reste, ce sont des dispositifs qui sont entièrement facultatifs. Par contre, à partir du moment où on a décidé, on s'est engagé de le verser en tant qu'employeur, on est obligé de le faire, mais on n'est jamais obligé de s'y engager. Donc, c'était une manière de verser une prime avec un traitement social et fiscal qui était extrêmement avantageux pendant plusieurs années, puisque dès lors qu'elle était versée à une personne qui avait perçu moins de 3 SMIC sur les 12 mois précédents, la prime était exonérée de tout. Elle n'était ni soumise à la CRDS, ni à cotisation de sécurité sociale, ni à forfait social, ni à impôt sur le revenu. Donc c'est quand même assez rare les avantages qui ne vraiment supportent aucune charge sociale et aucun impôt sur le revenu. On va voir que le traitement social et fiscal, il a considérablement évolué. Il est aujourd'hui identique à celui qui existe en matière d'intéressement. Les plafonds d'exonération de cette prime aujourd'hui, ils sont soit de 3 000 € pour la totalité des entreprises, soit jusqu'à 6 000 € pour les entreprises qui disposent soit d'un accord d'intéressement, soit pour les entreprises de moins de 50 salariés, d'un accord de participation volontaire.
Une des premières nouveautés qu'a créé la loi partage de la valeur, c'est que dorénavant, une entreprise pourra verser 2 primes distinctes avec des modalités, alors en termes de montant, en termes de bénéficiaires, en termes de modulation, vraiment totalement distinctes l'une par rapport à l'autre. La seule condition, c'est qu'effectivement, ces 2 primes, au global, quand on les ajoute, elles ne peuvent pas dépasser les plafonds dont on vient de parler. C'est vrai que cette possibilité de verser plusieurs primes avait été très débattue. Le texte était peu clair. Il n'interdisait pas de verser plusieurs primes, mais il n'autorisait pas expressément. L'administration avait malheureusement retenu une interprétation très restrictive qui interdisait le versement de 2 primes distinctes avec des modalités de versement différentes au titre d'une même année. Ce qui était vraiment dommage, notamment les années où les plafonds ont évolué. L'entreprise qui l'avait versé en début d'année, cette prime, et puis ensuite qui s'était rendu compte que le plafond avait augmenté et qui voulait en verser une deuxième à la fin d'année pour utiliser tout le disponible de l'enveloppe, était interdit de le faire. Donc c'était tout simplement dommage. Et pour rectifier le tir, la loi, elle dit expressément qu'on a le droit de verser 2 PPV au titre d'une même année. Ce qui a changé également, comme je l'ai dit, c'est le traitement social et fiscal de la PPV. Avant, il a pu être extrêmement favorable et il dépendait de la rémunération du bénéficiaire. Est-ce qu'il avait perçu une rémunération inférieure ou supérieure à 3 SMIC, qui est à peu près de l'ordre de 60 000 € aujourd'hui. Depuis le 1er janvier 2024, le traitement social et fiscal de la PPV est, pour la plupart des entreprises, on verra qu'il y a une exception, mais pour la plupart des entreprises, identique à celui que vous connaissez pour l'intéressement, pour la participation et pour l'abondement. Donc, on a une homogénéisation du traitement social et fiscal de tous ces dispositifs de partage de la valeur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la PPV, elle est quand même exonérée de cotisations de sécurité sociale, mais elle reste soumise à CSG-CRDS, donc des contributions salariales à la charge du salarié au taux global de 9,7%. Elle est soumise à forfait social au taux de 20%, sauf pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 250 salariés, avec les mêmes modalités d'appréciation des effectifs que ceux qu'on a évoqués au début de la présentation pour la participation. Et donc, elle est également soumise à impôt sur le revenu. Pour permettre aux salariés quand même de pouvoir bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu, la loi partage de la valeur, elle permet d'affecter la prime de partage de la valeur au plan d'épargne en vigueur dans l'entreprise. Donc, essentiellement, ça concerne les PE et les PER collectifs. Théoriquement, ça peut aussi concerner nos plans d'épargne retraite obligatoires, nos PERO, mais vous savez que l'affectation des sommes de partage de la valeur au PERO suppose des conditions, notamment de bénéficier d'avoir mis en place un plan ensemble du personnel. Donc, on peut plutôt retenir que, essentiellement, la prime de partage de la valeur peut être affectée au PE et au PER collectif. Et en contrepartie de ce placement, de cette affectation sur un plan, la prime est donc bloquée pour une durée de 5 ans maximum sur un PE et jusqu'à la retraite pour un plan d'épargne retraite collectif. En contrepartie de ce blocage, elle est donc exonérée d'impôt sur le revenu. C'est exactement le même mécanisme que vous connaissez pour l'intéressement et pour la participation. Et exactement comme les versements volontaires, l'intéressement ou la participation, la prime de partage de la valeur peut faire l'objet, si c'est prévu par l'accord ou la décision unilatérale qui met en place le plan, peut faire l'objet d'un abondement de l'employeur. Donc vraiment, on a une convergence vers le statut, le régime juridique de l'intéressement et de la participation. Alors, à ce jour, l'administration, dans le cadre du bulletin officiel de la sécurité sociale, considère que cette affectation n'est pas encore possible et qu'elle ne sera possible que lorsque le décret, qui est prévu par la loi partage de la valeur, aura été publié. Bon, en l'état, on aurait pu penser au regard du texte légal qu'on avait amplement et largement suffisamment d'informations et de modalités de versement pour pouvoir permettre cette affectation. Bon, il est possible aussi que cette position du boss ait aussi été, fait pour rendre service aux teneurs de compte d'épargne salariale qui n'étaient pas forcément prêts tout de suite au moment de l'apparition de la loi partage de la valeur, notamment en termes informatiques, de gérer les affectations de la PPV au plan d'épargne. Toujours est-il que maintenant, voilà, ça fait de très nombreux mois, il serait temps que ce fameux décret paraisse pour pouvoir permettre cette affectation. Le projet de décret qui a été diffusé au tout début du mois de mai, il prévoit tout simplement des modalités qui sont extrêmement proches
de celle en vigueur pour l'intéressement et la participation. C'est-à-dire que s'il y a un plan PE ou père collectif en vigueur dans l'entreprise, au moment de verser la PPV, l'employeur doit remettre au salarié une fiche dite distincte du bulletin de paie qui l'informera notamment de la possibilité d'une option pour l'affectation au plan d'épargne. Et le salarié a un délai de 15 jours suivant cette information pour décider de l'affectation de la prime au plan d'épargne, à défaut de quoi il l'aperçoit en cash. Alors, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut modifier un règlement de PE ou un règlement de père collectif pour prévoir expressément l'affectation de la PPV à mon plan? À notre sens, on peut considérer que cette règle d'affectation, elle est d'ordre public. L'employeur n'a pas le choix de permettre ou non l'affectation de la PPV au plan dès lors qu'il verse une PPV et qu'il dispose d'un plan. En plus de ça, cette faculté, elle est de toute évidence plus favorable aux salariés. C'est deux raisons qui, à notre sens, justifient qu'on n'ait pas besoin de faire un avenant à un règlement de plan pour prévoir expressément l'affectation de la PPV à mon plan pour que cette affectation puisse être permise. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est le traitement social et fiscal de principe de la PPV. Par exception, jusqu'à la fin de l'année 2026, lorsqu'on est dans une entreprise de moins de 50 salariés et que la PPV est versée à des salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, elle demeure exonérée de toute charge sociale et d'impôt sur le revenu. Donc, ça reste dans les plus petites entreprises, quelque chose d'extrêmement avantageux. Petite précision, ce seuil de 50 salariés pour l'exonération de la PPV ne bénéficie pas de la règle dont on vient de parler dont on a parlé au début, sur l'appréciation d'un effectif sur une période de 5 années civiles consécutives pour considérer qu'il a été dépassé. Ça, c'était pour la PPV. En matière d'intéressement, on a là aussi un certain nombre de modifications qui sont intervenues. Premièrement, ça concerne les absences dites neutralisées en matière de répartition de l'intéressement. Alors, c'est l'occasion de faire un petit rappel sur ce sujet. Une fois que, dans le cadre d'un accord d'intéressement ou de participation d'ailleurs, on a calculé l'enveloppe globale à répartir entre tous les salariés, il faut justement procéder à cette répartition. C'est vraiment déterminer quel est le montant individuel que chaque bénéficiaire doit recevoir au regard de cette enveloppe globale. Pour ce faire, on a plusieurs modes de répartition qui sont permis par la loi. Le premier, c'est ce qu'on appelle une répartition dite uniforme, qui est très rare en pratique, qui consiste tout simplement à diviser l'enveloppe globale par le nombre de bénéficiaires, avec donc des montants qui sont identiques pour chacun des salariés bénéficiaires, mais qui est très rare en pratique. Celle qui est plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la répartition proportionnelle à la durée de présence, c'est-à-dire que le montant individuel va varier selon la durée du contrat de travail sur l'année. Par exemple, un salarié embauché le 1er juillet, donc contrat de travail jusqu'à la fin de l'année, a moins d'intéressement qu'une personne dont le contrat de travail date depuis le 1er janvier. Il va aussi varier selon, donc toujours dans le cadre de la durée de présence, selon la durée de travail. Un salarié à temps partiel va moins percevoir et qui va aussi varier selon les absences. Une personne qui a été absente dans l'année va percevoir moins d'intéressement ou de participation lorsqu'on est sur ce mode de répartition qu'une personne qui n'a jamais été absente. Le dernier mode de répartition, alors on peut les panacher, mais ce n'est pas l'objet, c'est le mode de répartition proportionnellement à la rémunération. Et à ce moment-là, plus vous percevez, plus vous avez perçu un salaire, une rémunération importante sur la période de calcul, et plus vous allez percevoir d'intéressement ou de participation. Pour autant, la réglementation, elle est venue protéger un certain nombre de situations qui sont tout simplement des absences, des suspensions du contrat de travail, pendant lesquelles, par définition, en principe, on est censé être absent, et donc avoir moins de durée de présence. Et puis, souvent, on a perçu aussi moins de rémunération. Et donc, on est censé avoir un impact direct sur les droits à intéressement à participation. Depuis très longtemps, la loi, elle a énuméré 8 absences qui ne sont pas considérées comme une absence, donc qui ne diminuent pas la durée de présence et qui donnent lieu à une reconstitution de la rémunération. Donc, on prend la rémunération que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été absent pour la répartition proportionnelle à la rémunération. Donc, il y en a 8. Les plus anciennes, c'est le congé maternité, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, il y avait l'activité partielle, etc. Beaucoup d'absences. A été rajouté il y a quelques années le congé de paternité. C'est vrai que ça a étonné très souvent. Vous avez dû vous en rendre compte lorsque vous négociez un accord de participation ou d'intéressement. On a très souvent cette question de la part des délégués syndicaux ou de la part de
des parties négociatrices, c'est, attendez, on ne comprend pas, la loi, elle a neutralisé le congé de maternité, pas d'incidence sur le droit à intéressement et participation, mais il n'y a pas la paternité. C'est vrai que ça pouvait sembler un tout petit peu étonnant. Donc, ça, c'est terminé. Maintenant, le congé de paternité, en matière d'intéressement, est également une absence neutralisée pour le calcul des droits individuels. Autre nouveauté, et ça, c'est vrai qu'on a l'impression que ce n'est pas encore totalement assimilé et que ça n'a pas forcément été retenu par tout le monde. Pendant très longtemps, un accord d'intéressement, il avait une durée impérative qui ne pouvait pas être aménagée de 3 ans. Ça ne pouvait pas être plus, ça ne pouvait pas être moins. C'était obligatoirement un accord triennal. Suite à voilà, les différentes lois qu'on a pu évoquer en début de présentation, aujourd'hui, cette durée, elle est beaucoup plus souple. Un accord de participation peut avoir une durée comprise entre 1 et 5 ans. Ça peut être 1, 2, 3, 4 ou 5 ans, voire même, lorsqu'on a des périodes de calcul infra-annuelles, 1 an et demi, 2 ans et demi. Enfin voilà, on peut imaginer beaucoup plus de choses qu'auparavant. Et avant justement de réfléchir à ce qu'on peut faire en termes d'aménagement de la durée, on voulait aussi vous indiquer une autre précision, c'est que, vous savez, lorsqu'un acte de droit du travail, un accord collectif a une durée déterminée, et c'est également le cas de n'importe quel autre contrat juridique, pour ceux qui connaissent notamment les contrats d'assurance, ils sont à durée, nos contrats d'assurance de présanté de prévoyance, ils sont à durée déterminée d'1 an, et très souvent, ils comportent ce qu'on appelle une clause de tacite reconduction. C'est-à-dire que si on ne s'oppose pas à sa tacite reconduction avant son terme, il est reconduit pour une durée identique. Et ça, la loi a toujours permis qu'un accord d'intéressement à durée obligatoirement déterminée comporte une clause de tacite reconduction. Et c'est vrai qu'avant, c'était un petit peu limité. On nous disait que la tacite reconduction, elle pouvait intervenir qu'une fois maximum. Une autre contrainte, c'était que les intéressements mis en place de façon unilatérale ne pouvaient pas contenir de clause de tacite reconduction. Ça, c'est pareil. Aujourd'hui, la loi l'a permis. Donc, elle a permis 2 choses. La tacite reconduction, elle peut avoir lieu indéfiniment. Et puis, elle peut aussi être prévue pour les accords, pour les dispositifs d'intéressement, justement, mis en place unilatéralement. Donc, au vu de tout ça, c'est vrai qu'on peut véritablement se demander quel est l'intérêt pour un employeur de prévoir un accord d'intéressement d'une durée longue comparé à un accord d'intéressement d'une durée courte, par exemple 1 an, comportant une clause de tacite reconduction. Parce qu'en concluant un accord d'une durée de 2, 3 ou plus, l'employeur est contraint par la durée de cet accord. Un accord à durée déterminée ne peut pas être dénoncé unilatéralement par un employeur. Il s'applique forcément jusqu'à son terme. Il faut l'unanimité des parties pour stopper cet accord avant le terme prévu. Donc, c'est très contraignant un accord à durée déterminée. En prévoyant un accord d'intéressement d'une durée courte, par exemple 1 an, avec une clause de tacite reconduction, l'employeur il se laisse vraiment une latitude énorme pour l'application de ce dispositif. C'est-à-dire que si, à l'issue du délai d'1 an, il n'a pas envie de se relancer dans une négociation, c'est pas grave, il laisse appliquer la clause de tacite reconduction. Et si jamais il considère que 1 an, ça lui suffisait, simplement, il s'oppose à la tacite reconduction. Donc, l'articulation des deux, des durées courtes plus des clauses de tacite reconduction, ça permet vraiment de driver assez facilement la durée des dispositifs d'intéressement. Donc, c'est une souplesse bienvenue prévue par les textes. Il y a d'autres souplesses qui peuvent être envisagées. C'est vrai que ça fait souvent peur, ça peut inquiéter le principe d'un accord à durée déterminée sur lequel on ne peut pas revenir. Vous savez qu'il y a une pratique aussi très fréquente qui consiste à renvoyer la détermination des objectifs de chaque année et de chaque période de calcul de l'accord d'intéressement à des avenants conclus entre les parties. Et si jamais on n'arrive pas à conclure un avenant, ou si l'employeur finalement ne veut pas le signer, il n'y a pas d'intéressement pour les années suivantes. Donc voilà, tout ça, c'est plein de mécanismes qui peuvent être utilisés de façon très utile pour vraiment bien encadrer l'engagement dans le temps de l'employeur et donc son engagement financier. Parmi les nouveautés bienvenues et qu'on voit de plus en plus fréquemment, c'est l'intéressement mis en place unilatéralement. Pendant très longtemps, l'intéressement unilatéral ne pouvait être mis en place que dans les entreprises de moins de 11 salariés. Aujourd'hui, l'intéressement peut être mis en place unilatéralement dans toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Pareil, on parle de 50 salariés sur 5 années civiles consécutives. Donc, on peut vraiment rester juridiquement très longtemps à moins de 50 salariés. La condition, c'est que l'entreprise n'ait pas de CSE et pas de délégué syndical. Alors, normalement, on est susceptible d'avoir un CSE à partir de 11 salariés, mais on peut avoir des carences aux élections ou pas mal d'événements
qui font que finalement, on n'en a pas. Quand on a ces deux conditions, moins de 50 salariés, pas de CSE ou pas de DS, on peut le mettre en place unilatéralement. On peut aussi mettre en place unilatéralement l'intéressement dans une entreprise de moins de 50 salariés. Lorsqu'on a un CSE et un DS, qu'on a tenté la négociation avec l'un ou l'autre, qu'on n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, on peut passer en unilatéral. Une autre condition qui est quand même quasiment systématiquement remplie aujourd'hui, c'est que cette entreprise ne doit pas être couverte par un accord d'intéressement de branche agréé. Vous savez, ce sont ces dispositifs clés en main qui permettent d'appliquer très facilement un accord qui a été défini par des partenaires sociaux de branche. Aujourd'hui, il y en a très très peu des accords d'intéressement de branche agréés. Très souvent, les accords de branche agréés en partage de la valeur, c'est des plans d'épargne, mais des intéressements, il y en a très très peu. Une autre nouveauté, là encore bienvenue, ça concerne ce mécanisme qu'on adore en matière de partage de la valeur, de sécurisation tacite ou explicite d'ailleurs, des accords lorsqu'ils sont déposés obligatoirement à l'administration postérieurement à la conclusion, et que suite à ce dépôt, l'URSSAF a un délai pour l'examiner. Et pour ceux qui connaissent ce mécanisme, lorsqu'on dépose un accord, n'importe quel type d'ailleurs d'acte de partage de la valeur, à l'exception des PPV, qui ne sont pas obligatoirement déposés, l'URSSAF a un délai pour l'examiner. Si jamais l'URSSAF fait une remarque dans un certain délai, on va revenir sur ce délai, mais si jamais elle fait une remarque sur l'acte pendant ce délai, l'employeur est obligé de le modifier pour se mettre en conformité, sans quoi il risque un contrôle de l'URSSAF et un redressement. Si jamais on n'a pas de remarque de l'URSSAF dans un certain délai, là, pour le coup, l'employeur est sécurisé lors d'un contrôle URSSAF futur. L'URSSAF ne peut pas du tout lui reprocher pour le passé et pour l'exercice pendant lequel le contrôle a lieu, une quelconque irrégularité de son accord. Le principe, c'est que l'URSSAF avait un certain délai pour l'examiner au moment du dépôt, et si elle n'a pas fait, tant pis pour elle, l'entreprise est sécurisée. En matière d'intéressement, on a deux délais qui sont applicables. Un premier délai de 3 mois. Si on n'a pas de remarque pendant ce délai de 3 mois, l'entreprise peut à tout le moins se considérer sécurisée pour tous les exercices passés et l'exercice au cours duquel elle aurait potentiellement un jour un contrôle URSSAF ou une remarque. Et un second délai qui est un délai de 5 mois, au-delà duquel, de toute façon, ce n'est pas uniquement pour les exercices précédents ou exercices en cours qu'on est sécurisé, c'est pour toute la durée du dispositif. Donc là encore, quelque chose d'assez bienvenu. On peut s'interroger d'ailleurs sur toute la durée du dispositif, si on est 1 an ad vitam aeternam tacitement reconductible, on est donc indéfiniment sécurisé. Parce que la logique avant, c'était encore une fois, c'était toujours à durée déterminée de 3 ans, maximum 6, puisqu'on pouvait le. Donc on savait que quelque part, il y avait quand même une revision par l'URSSAF, une possibilité de changer d'avis qui revenait relativement régulièrement. Aujourd'hui, ce mécanisme de sécurisation associé à ce qu'on vient de voir sur les changements des modalités de délai des accords d'intéressement permettrait d'aboutir au moment du dépôt, j'ai pas de remarque dans les 5 mois, ce qui peut tout à fait, encore une fois, vous avez dû le constater, ne veut pas forcément dire qu'ils ont regardé et que c'était parfait, c'est qu'aussi, ils ne peuvent pas regarder tous les accords, donc il y a une sorte de piochage aléatoire. Et si on a eu la chance de ne pas être pioché et donc de ne pas être examiné, malgré le fait qu'on puisse avoir une clause où vraiment, comme le nez au milieu de la figure, c'est discutable, tant pis, et potentiellement, mon accord tacitement reconductible indéfiniment, et donc indéfiniment sécurisé. On ne peut pas venir me reprocher une clause dont on peut même tous légitimement admettre qu'elle est contestable. C'est le pire, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas, mais vous voyez bien quand même que vous avez écrit noir sur blanc une ancienneté de 12 mois, l'ancienneté maximale, c'est 3. Ouais, bah, tant pis. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est quand même assez étonnant et assez incroyable avec ce mécanisme de sécurisation URSSAF. Complètement. Alors, autre nouveauté, qui n'en est pas vraiment une, qui est plutôt la consécration d'une pratique maintenant assez ancienne, c'est ce qui concerne les avances d'intéressement et de participation. Alors, une avance, c'est une façon de verser des sommes au titre de l'intéressement et de la participation avant l'expiration de la période de calcul. Donc, même si c'est pas souvent très compris par les salariés, on sait tous que en matière de participation et d'intéressement, il y a une période de calcul. Alors, la participation, c'est forcément annuel, l'intéressement, elle peut être un peu plus courte. Et à l'issue de cette période de calcul, la détermination des sommes à verser aux salariés et leur versement. Il y a toujours un décalage entre l'exercice de calcul et l'exercice de versement.
Pour autant, il y a des solutions qui permettent de verser des sommes avant l'expiration de la période de calcul. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent servir en interne la politique de l'entreprise. Depuis très longtemps, c'était prévu par tolérance administrative qu'on pouvait verser ce type d'avance en matière d'intéressement, et la loi maintenant l'encadre. Alors, elle est plus contraignante que ce que prévoyait la tolérance administrative. Première chose, les avances, le principe de versement d'une avance doit impérativement être prévu au sein de l'acte de mise en place. Ça a toujours été le cas. Il y a même une jurisprudence qui avait pu le valider. En revanche, la nouveauté, c'est que maintenant, le versement des avances est subordonné à l'accord express du bénéficiaire. Et un décret organise la manière dont l'employeur recueille cet accord express. Donc ça fait partie des nouveautés. Ensuite, c'est pour ça que c'est quand même aussi un dispositif à manier avec précaution. Comme vous le savez, l'intéressement à la participation, c'est quand même quelque chose d'assez aléatoire. Et lorsqu'on verse une somme avant d'avoir clôturé la période de calcul, on ne sait pas forcément, par définition, combien on va verser au terme de la période de calcul. Et donc, toujours une possibilité pour que la somme définitivement calculée et définitivement due au salarié à l'expiration de la période de calcul soit inférieure aux sommes qu'on a versées au titre d'avance. Donc, il a bien fallu organiser le sort de l'excédent perçu par les salariés dans ce cas de figure. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Si la somme, si le salarié a décidé du versement, de la perception immédiate de l'avance d'intéressement ou de participation, et encore une fois, que cette avance, elle dépasse le montant réellement dû au bénéficiaire à la clôture de la période de calcul, eh bien, l'excédent doit être remboursé par le salarié à son employeur via des retenues sur salaire. Si jamais le salarié, le bénéficiaire, a affecté cette avance à un plan d'épargne, là, c'est bloqué. C'est, comme on l'a dit, bloqué 5 ans ou jusqu'au départ à la retraite. Dans ce cas-là, il n'a pas été prévu que que le salarié puisse le rembourser à l'employeur. Tout simplement, on considère que cet excédent, ça devient du salaire, il est intégralement soumis à charges sociales et à impôt sur le revenu. Donc, à tout le moins pour cet aspect-là, c'est un dispositif à manier avec grande précaution, en calculant de manière très prudente les sommes versées à titre d'avance. Alors, vous savez, certaines entreprises, elles ont une très bonne idée des sommes qu'elles vont verser au titre de l'intéressement ou de la participation. Quelle certitude, nous dit Estelle. Oui, voilà. L'aléa n'est pas. Il peut y avoir un moment de l'année où on sait à peu près l'ordre de grandeur des sommes versées, et donc, pour certaines entreprises, ce n'est pas très compliqué de déterminer le montant de l'avance pour éviter de se retrouver dans cette difficulté-là. Alors, un autre inconvénient, c'est justement lié au fait que l'avance, le principe de l'avance doit être prévu dans l'accord. Et ce qu'on nous dit très souvent, c'est que les employeurs ne sont pas très sereins à écrire le principe du versement de l'avance dans un accord, parce que ça donne en tout cas aux salariés l'idée qu'ils peuvent en percevoir. En tout cas, ça leur apprend qu'il existe un mécanisme d'avance, et donc ça peut créer des revendications. Pour cette raison, les avances sont très rares, notamment parce que on n'a pas envie d'inciter les salariés à penser qu'ils auraient droit à une avance, surtout si l'employeur finalement n'a pas l'intention d'en verser. Donc, c'est des mécanismes qui sont plutôt rares encore en pratique. Autre nouveauté, ça concerne la participation. Donc, une entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation de verser de la participation, elle peut toujours mettre en place un dispositif de participation dit volontaire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'une entreprise, elle pouvait toujours prévoir une formule différente de la formule légale de participation, à condition que cette formule soit plus favorable, ou en tout cas au moins équivalente à la formule légale. Très souvent, aujourd'hui, lorsqu'on prévoit une formule dérogatoire de participation, il y a toujours une clause dans l'accord qui prévoit que si la participation dérogatoire est inférieure au résultat de la formule de calcul légale, on va verser la formule légale. Alors, c'est vrai que ça pouvait être étonnant pour les entreprises qui n'étaient pas soumises à l'obligation de verser la participation, de devoir respecter cette équivalence des avantages. Parce que si elles n'étaient pas obligées d'en verser de la participation, pourquoi les obliger, si elles avaient envie de le faire, à verser au moins le montant prévu par la formule légale? Donc, pour rectifier, pour mettre un peu en cohérence cette incohérence, justement, la loi permet aux entreprises qui mettent en place une participation volontaire de déroger en moins favorable à la formule légale de participation.
Bon, pour autant, on peut s'interroger sur l'intérêt de mettre en place de la participation volontaire, en particulier lorsque l'entreprise a la possibilité de mettre en place de l'intéressement, qui est un dispositif qui est beaucoup plus souple et donc voilà, un dispositif qui présente beaucoup plus d'avantages que la participation. Donc, des entreprises qui mettent en place de la participation volontaire, il n'y en a en effet pas énormément. Donc, pas certain que cette modification ait un énorme impact pratique, mais voilà, il faut le savoir. Quelques jurisprudences maintenant. La première, l'an dernier, la Cour de cassation a tranché un débat assez ancien qui concernait le délai de prescription applicable à l'action en paiement de la participation. Donc la prescription, hein, c'est un délai au terme duquel on ne peut plus agir. Lorsqu'on a, par exemple, une créance envers son employeur, une créance de participation, bah, il y a un certain délai, on ne peut plus la réclamer. C'est le principe de la prescription. Donc, sans rentrer sur l'historique de certaines jurisprudences qui ont pu laisser entendre que c'était pas la prescription de droit commun, enfin voilà, beaucoup de choses qui ont pu se passer. La Cour de cassation a définitivement tranché. Le délai qu'un salarié dispose pour demander, réclamer à son employeur le paiement de la participation qu'il n'aurait éventuellement pas perçu, c'est 2 ans. Donc, c'est très court. Mais la prescription, très souvent, se rend compte que ce n'est pas une histoire de délai, mais c'est une histoire de point de départ. Pourquoi? C'est quand même, les choses sont assez bien faites. La prescription, c'est une règle qui peut sembler assez, comment dire, sévère, mais heureusement, la plupart des textes prévoient que, enfin, la plupart des délais de prescription prévoient que le point de départ de ce délai ne commence à courir qu'à partir du moment où on a connaissance des faits qui nous permettaient d'agir. Or, très certainement que si on doit agir en paiement de la participation contre son employeur, c'est qu'on n'a pas été informé du montant qu'on aurait réellement dû percevoir au titre de la participation. Donc, dans ces cas de figure-là, on peut penser qu'en réalité, même si c'est un délai très court de 2 ans, la plupart du temps, ce délai de prescription n'aura pas commencé à courir si les salariés ont des sommes à réclamer à leur employeur. Parce que si on reçoit une fiche distincte du bulletin de paie en disant qu'on a droit à 1000, qu'on ne reçoit que 500, forcément, on agit tout de suite. Là, le point de départ de la prescription commence à courir. Et si jamais on n'a jamais reçu cette fiche, que l'employeur n'a jamais versé de participation, ou que sur la fiche, le montant était erroné, inférieur au montant réel qu'on devait percevoir, et la prescription ne commence pas à courir. Qui est quand même très fréquent parce que les salariés n'ont pas forcément, les modalités de calcul peuvent être suffisamment complexes, les paramètres de calcul de la participation, enfin franchement le salarié lui-même, si l'employeur n'a pas été très transparent sur le sujet, les ignore. Donc tous les sujets qui nous remontent parfois de on s'est trompé parce que c'est des choses extrêmement complexes qui ne sont pas visibles de tous, y compris des partenaires sociaux hein, et pas seulement des salariés. Ça peut être des données techniques extrêmement complexes et non visibles. Donc, très souvent quand même, il est probable que si un salarié n'a pas eu le bon montant, il l'ignore pendant un bout de temps et donc, comme le disait Louis, la prescription ne peut pas commencer à courir contre quelqu'un qui n'était pas au courant qu'il avait un droit. Alors, autre sujet, ça concerne encore et toujours hein, cette répartition de la participation de l'intéressement. Alors, cette fois-ci plutôt de la participation, hein, parce que c'était l'objet de cette jurisprudence dont on va vous parler. Je reviens en arrière, les différentes absences qui sont limitativement, les 8 absences qui sont limitativement énumérées par la loi comme devant être neutralisées, donc ne pas compter pour une absence ou donner lieu à une reconstitution du salaire pour la répartition des droits individuels à participation de l'intéressement. On a les arrêts de travail pour accident du travail et pour maladie professionnelle, mais on n'a pas la maladie simple. Et puis surtout, dans tous les cas, ce sont des absences qui sont visées, des suspensions du contrat de travail. On a fréquemment eu la question de la façon dont on doit traiter les salariés en temps partiel thérapeutique, en mi-temps thérapeutique, au regard des droits à participation ou à intéressement. Le temps partiel thérapeutique, c'est pas une suspension du contrat de travail. C'est pas comparable à un arrêt de travail pour maladie simple ou accident professionnel, accident de travail ou maladie professionnelle. C'est un contrat de travail à temps partiel, donc avec un avenant à son contrat de travail. Le salarié est rémunéré par son employeur au titre de sa période de travail dans l'entreprise à temps partiel. Il est indemnisé par l'assurance maladie au titre du prorata de temps non travaillé. C'est pas une suspension du contrat de travail. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qui était expressément visé par les textes. Donc, on a toujours
considéré au regard des textes tels qu'ils étaient qu'un salarié en temps partiel thérapeutique devait être considéré comme un salarié absent pour la répartition des droits à intéressement et à participation. Enfin, il n'était pris en compte que pour la partie de son temps de travail. Oui, c'est ça. Il était pas absent. Hein. À temps partiel. Ce que je voulais dire, c'est voilà, on a, comme on l'a dit au tout début, durée de présence, c'est aussi une proratisation des droits au regard du temps de travail. Et donc, en effet, le salarié n'avait des droits à intéressement et à participation qu'en effet qu'au prorata de son véritable temps de travail au regard de ce qui était écrit dans son contrat de travail. La Cour de cassation, à la fin de l'année dernière, a considéré qu'il était discriminatoire au vu de l'état de santé d'un salarié en temps partiel thérapeutique à la suite d'un accident du travail de ne pas percevoir autant de participation qu'un salarié à temps plein. Alors, la Cour de cassation, elle se fonde donc sur un fondement qui est totalement différent des textes spécifiques à l'épargne salariale, partage de la valeur. Elle se fonde sur un texte qui interdit les discriminations. Et au cas particulier des faits qui lui étaient soumis, c'était vraiment un salarié en temps partiel thérapeutique à la suite d'un accident du travail. C'est vrai que l'accident du travail étant une absence qui est neutralisée par la loi au titre de la répartition de l'intéressement et de la participation, c'était, même si c'était les textes, c'était quand même un tout petit peu étonnant qu'un salarié qui, s'il avait été totalement absent au titre d'un accident de travail, aurait perçu plus que le salarié qui avait donc repris un travail alors que la cause de l'arrêt de travail initial, c'était la même. C'est vrai que c'était une solution, mais bon, ça existe en droit parfois, qui était un petit peu incohérente. Donc, ce que la Cour de cassation a voulu juste rectifier ce cas de figure un peu particulier, bon, cet arrêt, il pose pas mal de questions. D'abord, est-ce qu'il s'applique à l'intéressement? Pas mal de. Alors aujourd'hui, cette jurisprudence, encore une fois, elle était rendue qu'en matière de participation au cas particulier du temps partiel thérapeutique qui suit un accident du travail. Pas mal de raisons qui peuvent justifier qu'elle ne soit pas applicable à l'intéressement. L'intéressement, c'est un dispositif qui n'est pas du tout, on l'a dit, obligatoire, qui est très qui est facultatif, qui est très contractuel, sur lequel on a beaucoup plus de marge de manœuvre pour notamment aussi définir la rémunération prise en compte pour la répartition, les absences prises en compte pour la répartition. Donc, bon, il y a des éléments, au-delà du simple fait que cette jurisprudence elle est rendue sur des textes participation, qui pourraient justifier que ça ne s'applique pas à l'intéressement. D'autres questions qui peuvent se poser, c'est à partir du moment où la Cour de cassation nous a dit que la différence qui avait été faite là par l'entreprise, mais en toute bonne foi, en application des textes, c'était une discrimination en raison de l'état de santé, c'est tout simplement, est-ce que c'est censé s'appliquer aussi pour les temps partiels thérapeutiques qui suivent une maladie simple et pas simplement un accident du travail ou une maladie professionnelle? Et alors, dernière question, une réflexion un peu plus large, on a souvent des entreprises qui sont surprises que parmi les absences neutralisées, il n'y ait pas la maladie simple. Est-ce que finalement, ne pas accorder les mêmes droits à intéressement et participation à un salarié en maladie simple, ce n'est pas aussi une discrimination fondée sur l'état de santé? Est-ce que cette jurisprudence ne va pas aussi ouvrir la voie à de futures jurisprudences ou à des modifications réglementaires, ce serait peut-être un peu plus visible, qui nous dirait que, y compris la maladie simple, et pas seulement l'arrêt de travail pour AT-MP, doit être neutralisé pour la répartition des droits à intéressement et participation. Tant que ces questions n'ont pas été répondues par la Cour de cassation ou les pouvoirs publics, on a tendance à limiter cette jurisprudence au cas particulier auquel elle a été rendue, à savoir le temps partiel thérapeutique à la suite d'un accident du travail, le cas échéant d'une maladie pro, en matière de participation. Autre jurisprudence extrêmement étonnante. Charlotte se l'est gardée parce qu'elle est très remontée contre cette jurisprudence. Non, mais je la trouve. Voilà, bon, c'est pas grave. En tout cas, quelle était cette jurisprudence? On a assez peu quand même de jurisprudence sur les modalités. Enfin, depuis qu'ont été créés les dispositifs de supplément de participation et d'intéressement, c'est des choses qui sont très souples. Les textes ont été très souples. On a trouvé justement à l'époque que c'était quand même quelque chose de beaucoup moins contraignant pour pouvoir bénéficier voilà, de ce traitement social et fiscal, social sur toute faveur. C'était quand même très sympa et donc les entreprises ont pu utiliser assez volontiers ces suppléments. Il suffisait d'ailleurs d'avoir, vous le savez, la logique donc, du supplément d'intéressement et de participation, c'est de dire déjà pour venir compléter quelque chose, encore faut-il que ce quelque chose existe. Donc,
cela supposait de dire il faut que l'entreprise dispose d'un dispositif de participation ou d'intéressement au principal, et il suffit que ce dispositif déclenche au moins 1 euro. Il faut qu'il marche, c'est-à-dire il faut qu'on ne tombe pas à zéro. Mais à partir du moment où le dispositif de base déclenche 1 euro, l'employeur a le droit de corriger le montant issu de la formule en rajoutant un supplément. Donc, c'est vrai que ça aurait pu donner une certaine volonté d'essayer systématiquement pour ne plus du tout être aléatoire, parce que comme on vient de se le dire, alors la formule légale de participation, elle est légale, donc il n'y a pas le choix, mais tout ce qui est formule dérogatoire de participation ou intéressement, la logique des exonérations veut que l'employeur ne détermine pas exactement le montant auquel il veut arriver, sinon ça s'appelle une prime, et donc il faut respecter ce caractère aléatoire. Et donc là, quelque part, c'était une sorte de modalité de contourner un peu le caractère dérogatoire, c'est-à-dire tenter de fixer une formule dont on a conscience qu'elle va aboutir à un montant potentiellement extrêmement bas, mais tout en étant, enfin, il faut être fin, hein, mais il faut savoir qu'elle va déclencher au moins 1 euro, mais surtout pas trop. Donc, on fixe et ensuite, on se dit, de toute façon, à partir du moment où elle déclenche au moins 1 euro, moi, employeur, discrétionnairement, parce que c'est ça qui est quand même assez fou, discrétionnairement, je rajoute une enveloppe supplémentaire au titre d'un supplément de participation et d'intéressement. Donc, c'est comme ça que fonctionne ce dispositif. Et la manière dont est prise cette décision de dire, sur la base de cet intéressement ou de cette participation qui a fonctionné et donc qui a déclenché au moins 1 euro, je rajoute un montant, je rajoute une enveloppe. Cette décision, elle est fixée par les organes de direction de la société. Donc, c'est vraiment les instances dirigeantes au sens, après tout dépend les délégations de pouvoir en interne, mais c'est pas le DRH, c'est censé être le conseil d'administration, le directoire, c'est les instances décisionnaires de la société. Et donc, ils valident une enveloppe. Donc, c'est une forme de décision unilatérale. En tout cas, on n'a pas besoin d'aller en échanger avec les partenaires sociaux en interne. Et cette enveloppe, par principe, elle sera répartie selon les mêmes modalités, et d'ailleurs très souvent en même temps, que l'intéressement ou la participation au principal auquel elle s'ajoute. Donc, j'avais un montant X, l'entreprise, donc le conseil d'administration dit, je vous rajoute 100, ce 100, il vient s'ajouter à l'enveloppe et il suivra ensuite exactement les mêmes modalités de répartition et il donnera lieu au même process, à la même campagne de répartition que le principal auquel le supplément s'ajoute. En tant que tel, cette décision qui décide une enveloppe est suffisante. Et le texte qui organise dans le Code du travail la possibilité pour l'entreprise de décider du versement d'un supplément précise uniquement si par exception il y a un souhait, une volonté de ne pas laisser se déclencher automatiquement tout ce que je viens de vous dire, donc c'est-à-dire la répartition dans les mêmes modalités que le principal, il y a une possibilité de prévoir une modalité différente de répartition, mais alors là, il faut aller voir les partenaires sociaux et obtenir un accord spécifique dont le seul objet de cet accord n'est pas de déterminer l'enveloppe, parce qu'encore une fois, il n'en a pas le pouvoir, il n'en a pas la compétence. Le seul objet de cet accord spécifique, c'est de retenir la modalité de dérogation, la modalité de répartition dérogatoire, différente en tout cas à celle de l'accord principal. Que nous a dit cette Cour de cassation le 19 octobre 2023 dans un moment d'égarement et dans un moment de folie? La Cour de cassation a validé un redressement de l'URSSAF sur des suppléments qui avaient été décidés comme ça, de manière unilatérale, sans avoir donné lieu à des accords spécifiques. Vous me direz, bah, normal, parce que probablement que ces suppléments, l'entreprise les a répartis dans des conditions différentes de celles dans lesquelles elle a réparti l'intéressement ou la participation au principal. Que nenni, c'eût été, on ne vous en parlerait même pas parce que cette décision eût été très simple, alors même qu'il s'agissait d'une entreprise qui avait décidé d'un versement d'un supplément et parfaitement réparti ce supplément dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'elle n'avait réparti en application des accords de base, l'intéressement et la participation au principal, et ben, la Cour de cassation est quand même venue valider ce redressement URSSAF en disant il manquait
l'accord spécifique sur les modalités de répartition des suppléments, qui n'aurait donc rien dit de plus que copier-coller ce qui était écrit en termes de modalités de répartition des accords principaux. C'est donc strictement contraire à la loi. C'est-à-dire que la Cour de cassation a pris une décision qui valide un redressement qui est contra legem. La loi est, pour une fois, extrêmement claire sur ce sujet-là. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'interprétation divergente. Enfin, je veux dire, il y a plein de sujets sur lesquels on est les premiers à reconnaître que le texte n'est pas clair, on pourrait soutenir que ou on pourrait soutenir que. Bon, bah après, on tente noir, la Cour de cassation dit blanc. Bon, on n'est pas d'accord, mais on peut à minima admettre que le législateur avait retenu une rédaction qui permettait le débat et qui permettait la double interprétation. Là, franchement, on a beau essayer d'être le plus honnête intellectuellement qu'on veut, on ne voit pas en quoi il y avait une ambiguïté dans les textes, on ne voit pas en quoi il était possible d'aboutir à cette décision-là qui reste donc, de notre point de vue, complètement inexplicable et inexpliquée. Alors, en plus des textes d'ailleurs, hein, des doctrines administratives, pour certaines d'entre elles, publiées, ministérielles et valablement opposables aux URSSAF en cas de contrôle. Hein, on prévoit expressément, on l'a cité dans la slide, hein, que l'accord spécifique porte exclusivement sur les modalités de répartition du supplément. Mais encore une fois, lorsqu'elles sont différentes des modalités de répartition de l'accord d'intéressement ou de participation de base. Cette jurisprudence, elle est assez accidentelle. C'est vrai qu'en droit, elle ne s'explique pas. Dans les faits, c'est vrai que lorsqu'on regarde les décisions du juge du fond, les arguments qui avaient été apportés par les parties, les arguments qui avaient été apportés dans les différents moyens au pourvoi devant la Cour de cassation, ben, il semble quand même que l'entreprise ne soit pas forcément extrêmement bien défendue, hein, qu'elle soit partie du principe que bah oui, l'URSSAF avait raison et qu'il fallait quand même bien un accord spécifique et qu'elle avait essayé de le trouver, mais qu'elle n'avait pas forcément remis en cause le principe même, enfin que l'entreprise n'était pas défendue sur le principe même qu'un accord spécifique n'était pas nécessaire, qu'elle n'a pas forcément évoqué ces doctrines administratives opposables, que en plus de ça, les faits étaient un peu spécifiques, on ne rentre pas en détail dedans, mais bon. Plusieurs facteurs un petit peu de circonstances expliquent que cette jurisprudence soit, disons, accidentelle, hein, et on espère que l'administration assez rapidement nous confirme, reconfirme ces doctrines administratives antérieures et nous dise bien que il faut écarter cette jurisprudence, tout simplement. Assez rapidement, en matière de participation, toujours sur une histoire de répartition, le congé de paternité et d'adoption, qui est neutralisé en matière d'intéressement, il était à moitié en termes de participation, puisque les textes avaient oublié de l'inclure dans les textes sur la répartition proportionnellement à la rémunération. C'était uniquement prévu pour la répartition proportionnelle à la durée de présence. Et c'est rectifié par un projet de décret d'application de la loi partage de la valeur. Maintenant, il y a une harmonisation parfaite entre les absences neutralisées, peu importe le dispositif et peu importe le mode de répartition. Dernière partie, avant les questions-réponses, ça concerne différentes innovations en matière de plan d'épargne. Donc essentiellement le PEE et les PER. Là, il faut aimer les maths. Hein. Je vous préviens. Oui, non, mais c'est vrai que bon, l'avantage principal dont bénéficient les salariés en matière de plan d'épargne, c'est l'abondement. L'abondement, c'est la possibilité pour l'employeur d'effectuer des versements sur le plan. Ces versements, ils peuvent être soit complémentaires au versement du salarié, donc ça nécessite un versement du salarié sur le plan, un versement volontaire, de l'intéressement, de la participation, demain une PPV, pour que l'employeur fasse un versement complémentaire. L'autre type de versement, c'est l'abondement unilatéral, qui, parce qu'il n'y a pas de versement du salarié, est quand même beaucoup plus limité dans son montant et dans ses modalités d'affectation. Donc, pour récapituler, l'abondement complémentaire, en matière de PEE, son montant maximal, c'est 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, quasiment 4 000 € en 2024. Lorsque cet abondement sur le PEE est investi en action d'entreprise, donc lorsqu'il y a un dispositif d'actionnaire salarié, par exemple un FCPE investi en action d'entreprise, ou même la possibilité d'acquérir des actions en direct de l'entreprise. Bref, quand cet abondement est fléché vers l'actionnaire salarié, cette limite, elle passe à 14,4%. En matière de plan d'épargne retraite collectif, celui qui peut recevoir l'abondement, la limite maximale d'exonération de l'abondement, c'est 16% du plafond de la sécurité sociale.
Et on rappelle, dans tous les cas, même si ce n'est pas modifié, donc on ne l'a pas mis dans la slide, mais que en matière de versement complémentaire, l'autre limite, c'est que le versement complémentaire de l'employeur ne peut pas dépasser le triple du versement du salarié. En matière d'abondement unilatéral, que ce soit sur un PE ou sur un père collectif, l'employeur peut effectivement faire un versement sans versement initial du salarié, mais dans la limite de 2% du PAS. Un peu plus de 900 € en 2024. Ça doit bénéficier à l'ensemble des salariés. Il y a une petite distinction en matière de PE versus le père collectif. C'est qu'en matière de PE, là encore, c'est plus limité. L'abondement unilatéral, il est obligatoirement investi en actions d'entreprise. En matière de père collectif, l'affectation de cette somme est libre. Dans l'ANI du 10 février 2023, relatif au partage de la valeur, qui a été transposé par la loi en novembre de l'année dernière, les partenaires sociaux avaient écrit une phrase qui était assez surprenante, qui consistait à dire on souhaite que les pouvoirs publics créent une faculté, en tout cas majorent les plafonds d'abondement unilatéraux au PE et au père collectif à hauteur des plafonds d'exonération de la prime de partage de la valeur. Donc, quand on réalisait, ça voulait vraiment dire augmenter les plafonds de versement unilatéral de l'employeur. Ce 2% doit devenir 3 000 ou 6 000 euros, selon que l'entreprise dispose ou non d'un accord d'intéressement ou de participation volontaire. Ça paraissait quand même un peu gros, et en tout cas, ça ne figurait pas dans la loi partage de la valeur. Il n'y avait même pas d'indice que les pouvoirs publics allaient suivre cette revendication des partenaires sociaux. Pour autant, un des projets de décret diffusé le 4 mai dernier prévoit expressément ça. Il prévoit d'augmenter considérablement les plafonds d'abondement unilatéral au PE ou au père collectif. Les 2% dont on vient de parler deviendraient 3 000 ou 6 000 euros, exactement calqués sur les limites d'exonération de la PPV. Donc 3 000 euros pour toutes les entreprises et 6 000 euros pour celles qui disposent d'un accord de participation volontaire ou un accord d'intéressement. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez fou en termes de limite d'exonération. Alors, c'est vrai qu'en matière de PE, il reste toujours cette contrainte, c'est la slide d'avant, que le versement unilatéral de l'employeur sur le PE, il doit impérativement être investi en action d'entreprise. Donc, ce passage de 2% à 3 000 ou 6 000 euros en matière de PE, il ne concerne pas du tout l'ensemble des employeurs. Par contre, en matière de père collectif, on passe tout de suite à une faculté voilà, d'abonder unilatéralement le plan des salariés sur des limites qui sont très élevées. Donc, c'est vraiment la principale chose à retenir de ce projet de décret en matière d'augmentation des limites d'abondement. À voir si ce sera maintenu dans la version finale des décrets qui seront publiés au journal officiel, mais en effet, c'est une modification très importante. En matière de PE, il y a une autre modification. Là encore, pour comparaison, je vous remets la slide d'avant. On s'est dit qu'en matière de PE, la limite d'exonération de l'abondement, cette fois-ci complémentaire au versement du salarié, c'était 8% du PAS. Cette limite, elle passerait à 16% du PAS à condition que l'employeur ait réalisé un abondement unilatéral d'actionnariat salarié, peu importe son montant. Ce qui veut dire aussi que lorsque l'abondement complémentaire de l'employeur est affecté à l'actionnariat salarié et que l'employeur a rempli la condition d'avoir réalisé un abondement unilatéral sur le PE, la limite de cet abondement complémentaire d'actionnariat salarié passerait là encore à 16% majoré de 80%, donc à quasiment 30% du PAS. Donc là encore, ça concerne uniquement les entreprises qui ont de l'actionnariat salarié, mais c'est une augmentation d'ampleur des plafonds. En matière de plan d'épargne, vous le savez, il y a toujours une offre financière incluse dans les contrats de tenue compte ou éventuellement pour les pairs dits assurantiels dans les contrats d'assurance. C'est tout simplement le panorama des fonds sur lesquels les salariés vont pouvoir investir leur épargne. Cette offre financière, elle est quand même pas mal encadrée par les textes. On ne peut pas mettre n'importe quel type de SICAV ou plus fréquemment de fonds communs de placement d'entreprise, donc FCPE, dans cette offre financière, plutôt encadrée. Et puis, depuis 2010, les pouvoirs publics ajoutent, en tout cas, obligent à intégrer certains fonds dans cette offre financière. Par exemple, en 2010, la loi a été modifiée pour que les plans d'épargne d'entreprise obligatoirement
inclut un fonds investi, ce qu'on appelle les entreprises solidaires, avec un label dans leur offre financière. Et l'administration avait considéré que la présence de ce fonds, entreprise solidaire, était une condition d'exonération du traitement social et fiscal de l'abondement sur les plans. La loi partage de la valeur, elle impose d'ici le 1er juillet 2024 d'intégrer dans l'offre financière des PE et des PER un fonds, au moins un, doté d'un label, alors soit un label financement de la transition énergétique, soit un label investissement socialement responsable. Donc d'ici le 1er juillet 2024, c'est demain. Un des projets de décret partage de la valeur, il énumère 5 labels qui sont conformes à cette obligation. Donc c'est des labels qui existent déjà. Peut-être des entreprises qui ont déjà, même sans forcément s'en rendre compte, ou des fonds dans l'offre financière de leur plan qui comportent déjà un de ces labels. Et pour les autres, il va donc falloir que leur teneur de compte ou leur organisme assureur pour les pairs dits assurantiels ajoute ce fonds à leur contrat. Une des questions qui peut se poser, c'est est-ce qu'il faut modifier un règlement de plan pour intégrer ce type de fonds? Là encore, hein, on est sur quelque chose, une obligation légale pour respecter des règles d'exonération. On est sur quelque chose qui est uniquement plus favorable aux salariés. On n'est pas du tout en train de supprimer des fonds ou d'en substituer. On est en train d'en ajouter un nouveau. Donc, c'est des raisons qui, à notre sens, peuvent justifier, alors selon les configurations d'entreprise, hein, mais qu'on ne soit pas forcément obligé de conclure un avenant au dispositif existant pour y intégrer ces dispositifs. C'est vrai que c'est encore mieux lorsque le règlement du plan comporte une clause d'évolution de l'offre financière, comme certains d'entre vous peuvent les connaître sur les dispositifs de frais de santé de prévoyance avec des clauses d'évolution des cotisations, par exemple. Ben voilà, c'est ce genre de clause d'évolution de l'offre financière qui évite de se poser la question de savoir si il faut ou pas modifier le plan. Sachez aussi qu'en matière de PER, il devrait bientôt, alors les PER sont concernés par cette obligation hein, de fonds labellisés, mais prochainement, l'offre financière des PER devrait aussi évoluer puisque les profils de gestion pilotés qui sont imposés par la réglementation devraient également évoluer pour intégrer une part de support d'investissement investi en actifs non cotés. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date limite impartie et surtout, il n'y a pas encore de texte qui modifie les grilles de gestion pilotées pour l'intégrer, mais il faut s'y préparer. Il y aura le même sujet prochainement à nouveau pour les PER. Les partenaires sociaux, dans la ligne du 10 février 2023, ont aussi souhaité étendre le nombre de cas de déblocage anticipé sur le PEE. Donc, on le rappelle, hein, le PEE, l'épargne qui est affectée, elle est bloquée pendant une durée de 5 ans. Mais il y a quand même pas mal de cas de déblocage anticipé qui sont beaucoup plus souples que ceux qu'on peut connaître en matière de plan d'épargne retraite, tout simplement. Notamment la possibilité de débloquer son épargne sur le PEE en cas de mariage, en cas de divorce, en cas de rupture du contrat de travail. Donc, c'est des cas qui sont quand même plus fréquents que ceux qu'on peut connaître en matière de plan d'épargne retraite. Donc, les partenaires sociaux ont souhaité que le PE puisse être débloqué pour financer la rénovation énergétique d'une résidence principale, pour l'achat d'un véhicule propre, et pour financer l'activité de proches aidants. Le projet de décret, là encore pas définitif, hein, il retranscrit assez fidèlement ces cas de déblocage. Il y a deux choses intéressantes, hein, c'est que en ce qui concerne l'achat d'un véhicule propre, c'est que ça concerne à la fois les véhicules électriques ou hybrides, qu'ils soient neufs ou d'occasion, et ça concerne aussi les vélos électriques neufs. Donc c'est vrai que ça étend la possibilité de cas de déblocage. Autre chose qu'on peut noter, c'est que en ce qui concerne l'exercice d'une activité de proche aidant, même si cette activité est plus ancienne et a débuté avant la parution des décrets, eh bien, les salariés pourront l'utiliser pour débloquer l'épargne sur le plan d'épargne entreprise. Avec là encore ce sujet éternel, faut-il modifier les règlements des plans pour intégrer ces cas de déblocage? Ce sont les dispositions d'ordre public plus favorables aux salariés. Énormément de teneurs de compte ont d'ailleurs aussi ce réflexe d'intégrer, après l'énumération des cas de déblocage anticipé, une clause qui dit que les futurs cas de déblocage anticipé seront automatiquement intégrés au présent règlement.
Donc, très certainement que vous n'aurez pas à modifier les règlements pour y intégrer ces nouveaux cas de déblocage anticipé. On a bien vu vos questions, hein, on va avoir le temps d'y répondre juste après. Une toute petite slide pour terminer, qui concerne les plans d'épargne retraite, qui, nous, au sens large, hein, on considère font partie du partage de la valeur, en particulier pour... voilà. C'est pour ça qu'on l'a intégré à cette présentation. Avec donc là une dernière petite nouveauté de la loi Industrie verte cette fois-ci qui concerne les modalités de transfert des anciens produits d'épargne retraite de type article 83 vers les nouveaux produits d'épargne retraite donc de type Perrot en l'espèce. Et donc pour le coup, vous n'ignorez pas que pendant des années et des années, la question s'est posée de savoir dans quelles conditions et si on pouvait faire du transfert collectif d'article 83, donc vers un autre article 83 à l'époque, puisque nous ne disposions pas encore des Perrot. Et à défaut de dispositions légales très claires dans le Code des assurances, il y avait un débat et en tout cas une faculté pour les organismes assureurs qui ne souhaitaient pas valider le recours au transfert collectif de s'y opposer en considérant que le texte n'organisait que le transfert individuel et que dans des conditions particulières sur lesquelles on ne revient pas, mais que le transfert collectif n'était pas une obligation légale, donc il était susceptible de le prévoir contractuellement, mais qu'on était aussi susceptible de ne pas le prévoir contractuellement, et que s'il n'était pas contractuellement prévu, c'est qu'il n'était pas possible, ce transfert collectif 83 vers 83. Quand les pairs ont été créés par la loi Pacte, on s'est donc également posé la question de savoir comment opérer des transferts de 83 vers des Perrot. Donc, on sait qu'en tout cas, là encore, c'est possible. C'est possible. Si tout le monde est d'accord, de toute façon, tout est toujours possible. Le texte a organisé les compartiments, que les cotisations obligatoires allaient dans le C3, que les anciens vifs, versements individuels et facultatifs, allaient aller dans le C1, que si on ne savait pas qui était quoi, tout allait dans le C3. Bon, voilà, la loi Pacte avait organisé un peu la possibilité d'opérer ce genre de transfert, mais sans nous répondre véritablement à la question de savoir est-ce qu'un organisme assureur peut s'y opposer et est-ce que mes anciens contrats d'article 83, qui pour certains d'entre eux ne prévoyaient pas expressément cette faculté, est-ce que moi, entreprise, j'avais la possibilité d'imposer ce transfert et si oui, sous quelles conditions? Notre raisonnement juridique à nous a quand même toujours consisté à dire qu'un transfert collectif est une somme de transfert individuel, mais que pour pouvoir arguer du fait qu'un transfert collectif n'est rien d'autre qu'une somme de transfert individuel, encore faut-il prouver avoir la somme des accords individuels et que la meilleure manière de prouver que chacun de mes salariés a donné son accord individuel, c'est l'accord collectif des partenaires sociaux, donc des délégués syndicaux. Donc, il a toujours été un peu sur la place admis de tous que pour pouvoir opérer un transfert 83 vers 83 et donc également 83 vers Perrot depuis la loi Pacte, il fallait que l'employeur puisse justifier. Et il est d'ailleurs extrêmement fréquent que des contrats d'assurance d'anciens 83 prévoient que l'assureur n'accepte ce transfert collectif que si et seulement si l'employeur lui rapporte la preuve de ce qu'il a obtenu l'accord de ses salariés par le biais de leurs représentants syndicaux et donc par la conclusion d'un accord collectif en ce sens, organisant le transfert. La loi Industrie verte vient rendre beaucoup plus souple et beaucoup plus simple ce transfert collectif des 83 vers les nouveaux Perrot, puisqu'il est expressément prévu que ce transfert peut se faire par un acte de L911 et donc expressément par une DUE. Donc, un employeur pourrait, en vertu de ce texte, imposer à ses salariés et imposer à l'organisme assureur ce transfert collectif 83 vers Perrot sur la base d'une simple décision unilatérale de l'employeur sans nécessité de justifier de l'existence d'un accord collectif. Pour autant, outre le fait qu'on attend toujours un décret, là encore, sur les précisions de délai sur ce point, on a quand même un sujet, c'est que la loi prévoit que tout cela, c'est sous réserve des stipulations contractuelles contraires. Or, comme je viens de vous le dire, dans les anciens 83, parce que ce débat n'est pas récent et qu'il a beaucoup fait couler d'encre à l'époque et qu'il a suscité pas mal de résistance d'organismes assureurs sur cette faculté de transfert collectif, il est fréquent qu'on ait des contrats d'assurance de 83 qui prévoient soit
que le transfert collectif n'est pas possible, voilà, soit à minima qui organise le transfert collectif en exigeant le recours à l'accord collectif. Donc, on a quand même un peu l'impression que cette mention légale du sous réserve de stipulation contractuelle contraire va souvent bloquer, ou en tout cas, il ne sera pas rare que ça va bloquer la possibilité d'y recourir par voie de décision unilatérale, puisqu'il n'est pas rare, là encore, que des contrats d'assurance limitent les transferts collectifs des 83 à la production par l'employeur d'un accord collectif en ce sens. Deuxième nouveauté de la loi Industrie verte sur, cette fois-ci, les transferts pair-pair. Donc là, on n'est plus 80 anciens produits vers nouveaux produits, mais on est entre les nouveaux produits. L'ancien délai maximal dit de préavis pour changer de gestionnaire était de 18 mois. La loi Industrie verte l'a réduit à 6 mois. On en restera là puisque dans les quelques minutes qui nous restent, on va prendre les questions que vous avez posées. Questions très intéressantes. On va commencer justement par la dernière parce que c'est celle qui concerne cette slide, comme ça on reste dans le thème. Donc la question est de savoir si une entreprise qui avait mis en place un régime de retraite article 83 par accord collectif peut quand même utiliser une DUE pour transférer l'épargne à l'initiative de l'employeur, collectivement de tous les salariés, vers un plan d'épargne retraite. Alors oui, complètement. Il est très important de rappeler que finalement, les textes, que ce soit avant, quand on disait le plus simple, et le plus indiscutable, c'est d'avoir recours à l'accord collectif. Et les contrats d'assurance qui, pour bon nombre d'entre eux, prévoyaient justement ce recours à l'accord collectif, était peu important la question de savoir si mon dispositif d'article 83 de retraite sup avait ou non été mis en place par accord collectif. Bon nombre des dispositifs de retraite sup étaient mis en place par des UE. C'est vrai que les articles 83, on en a quand même pas mal qui avaient été mis en place par des UE. Et nonobstant le fait qu'ils avaient été mis en place par des UE, nous avons toujours eu coutume, pour des raisons juridiques, de recueil de l'accord des salariés sur le transfert parce qu'ils sont propriétaires des sommes. Donc, ça n'a finalement rien à voir. Il n'y a pas de parallélisme entre la source de mise en place du dispositif et la norme qui va valider le transfert. Donc, on pourrait avoir un accord collectif alors que mon dispositif a été mis en place par des UE et inversement, on pourrait organiser le transfert en application du nouveau texte loi Industrie verte par des UE alors même que mon dispositif de 83 avait été mis en place par accord collectif. Une autre question, ça concerne justement l'abondement unilatéral. Est-ce qu'il pourrait se substituer à une cotisation obligatoire en C3 d'un PERO? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par substitution. Le C3 du PERO et les versements obligatoires de l'employeur sur un PERO, c'est quelque chose de très spécifique. Sur un PERO, on ne peut pas faire d'abondement, il n'y a pas d'abondement possible. Donc ça, en ce sens, il n'y a pas de substitution possible. En revanche, dans la logique, c'est vrai que avec des montants aussi importants d'abondement unilatéral au PER collectif, on peut se poser la question du devenir des versements obligatoires sur un PERO. Pour autant, une des vraies différences qui va continuer à exister, c'est qu'un PERO, c'est très catégoriel. On peut définir une catégorie de bénéficiaires très restreinte, enfin relativement restreinte, alors qu'un PER collectif, c'est l'ensemble du personnel. Donc là encore, en termes d'ampleur, en termes de montant, il y a un rapprochement. Mais en termes d'utilisation de l'abondement versus les versements obligatoires sur le compartiment 3 d'un PERO, la substitution est loin d'être totale. Et rappelons que les versements obligatoires sur le C3 d'un PERO, les disponibles sociaux et fiscaux sont exprimés dans le code sous déduction des abondements per col. Donc, de toute façon, il y a un jeu de vase communicants qui va encore plus, la majoration des abondements exonérés per col va encore plus vider les disponibles sur le C3 des PERO. Alors, ESA nous indique qu'elle avait en tête que la date à laquelle les grilles de gestion pilotées des pairs et l'intégration des UC en actifs non cotés serait fixée à octobre 2024. C'est possible. Je n'ai pas forcément la date en tête. Est-ce qu'on a une idée de la date de parution du décret partage de la valeur qui permettra, en tout cas qui, d'après l'administration, subordonne l'affectation de la PPV au plan d'épargne? Pour moi, c'est presque un scandale qu'on n'ait toujours pas ce décret. La loi, elle date de fin novembre. C'était censé être une priorité absolue du gouvernement. C'est vrai quand même, c'est présenté comme une priorité du gouvernement. Ça fait donc plusieurs mois
qu'on attend ce décret d'application qui est très simple, dont on a un projet depuis plus d'un mois qui est très complet. On pensait, comme on vous l'a dit, que ce décret serait déjà paru au moment où on faisait cette présentation. Non, pour moi, c'est imminent, mais je n'ai pas de date en tête. Comme on s'est dit, on pourrait même débattre de la question de savoir s'il faut vraiment attendre le décret pour verser ces sommes. Hein. En droit, une mesure avec un décret d'application, si le décret n'est pas indispensable à l'application de la mesure, elle entre en vigueur immédiatement. Or, ce décret, il n'est pas indispensable à la possibilité d'affectation. Hein. À la limite, il y aurait un sujet, si on laissait un salarié affecter ces sommes plus de 15 jours après avoir été informé du versement de la PPV, hein, mais sous cette réserve, si on respecte les mêmes principes qu'on connaît en matière d'intéressement et de participation, à mon sens, il n'y a pas de difficulté particulière à faire cette affectation dès aujourd'hui si les teneurs de compte sont prêts. Une autre question. Alors oui, on vous enverra le replay bien sûr. Est-ce qu'un dirigeant de SAS non rémunéré peut prétendre à une prime d'intéressement ou de participation avec quel minimum de rémunération? Alors, l'intéressement et la participation, par principe, c'est des dispositifs qui bénéficient aux salariés, donc des gens qui sont liés par un contrat de travail à la société. Par exception, lorsqu'on est un membre intersocial sans contrat de travail, on peut en effet bénéficier de l'intéressement et de la participation, à condition que l'effectif de la société soit pour l'intéressement compris entre 1 et 250 salariés et que pour la participation, ce soit de la participation volontaire. Il faut qu'il y ait au moins un salarié d'entreprise. Enfin, il y a pas mal d'autres conditions à remplir. Il faut une décision de l'organe compétent qui fixe la rémunération du mandataire. Ensuite, s'il n'est pas rémunéré, est-ce qu'il peut quand même prétendre à une prime d'intéressement et de participation? Théoriquement, si on est sur une répartition uniforme ou une répartition proportionnelle à la durée de présence, rien ne s'y opposerait. En revanche, si on est sur une répartition proportionnelle à la rémunération, là, forcément, son coefficient d'intéressement et de participation, c'est 0. Mais sur une répartition qui ne tient pas compte de la rémunération, oui, c'est possible, sans minimum de rémunération. D'ailleurs, je précise que la rémunération des mandataires sociaux prise en compte pour le bénéfice de la participation et de l'intéressement, elle est de toute façon plafonnée à la rémunération du salarié le mieux rémunéré dans l'entreprise. Donc, ce n'était pas votre question, mais j'en profite pour l'ajouter. Alors, Elsa nous indique que selon ces informations, on annoncerait les décrets partage de la valeur début de l'été, donc dans un mois à peu près. Wait and see, en effet. Et une dernière question, ça concernait, donc encore une fois, c'est ce projet de modification des limites d'abondement. Est-ce que l'abondement du PE à 16%, donc vous savez, c'est cet abondement qui est complémentaire au versement du salarié qui est aujourd'hui à 8%, qui passerait à 16% si l'employeur fait par ailleurs un versement unilatéral destiné à des actions de l'entreprise. Donc la question qu'on nous pose, c'est est-ce que cet abondement, alors attendez, je vais revenir. S'agissant de l'augmentation du plafond d'abondement du PE à 16%, en cas d'abondement unilatéral, donc oui, l'abondement classique reste limité à 8%. Il passe à 16% justement. Si on a un versement de l'employeur destiné à l'actionnaire salarié unilatéral, le plafond de l'abondement actuellement de 8% classique passe à 16%. Mais en effet, il faut impérativement, alors c'est vrai que c'est un peu complexe maintenant, c'est prévu, mais il faut impérativement un abondement unilatéral pour passer à 16%. Sans montant minimal. Exactement. Et cet abondement unilatéral, lui, de toute façon, on l'a vu, il passerait à 3 000 ou 6 000 euros. Et donc, 1 euro d'abondement unilatéral et le double, mon plafond d'abondement complémentaire. Alors, la manière dont c'est écrit actuellement, oui. On nous indique aussi, voilà, pour finir là-dessus, que c'est peut-être un abus de langage de dire que le texte vise les véhicules hybrides, alors qu'il mentionne les véhicules à hydrogène. C'est effectivement, mais je n'ai même pas le permis, donc je ne connais pas bien les voitures. Mais en effet, c'est vraisemblablement pas la même chose qu'un véhicule hybride, et le texte viserait des véhicules à hydrogène. Merci pour cette précision. Et on en a fini avec vos précisions et questions.
Merci à tous d'avoir été là. On vous enverra le replay. Tout ça sera disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à aller voir notre fil Astella d'actualité. Et on espère vous retrouver pour notre prochain webinaire le mois prochain, certainement. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.